0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. C'est le bord de l'économie, tous les jours du lundi au vendredi, une émission proposée et présentée par Florence Sueur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est vendredi, c'est le week-end dans quelques jours, il va faire beau donc je suis sûre que vous êtes contents de pouvoir tous en profiter. Bienvenue au bar de l'économie sur EDFM Radio Anguin, le nouvel horaire c'est 9h30, 11h et je suis accompagnée aujourd'hui par Philippe à la technique et je suis bien sûr Florence Sueur, peut-être m'avez-vous reconnu. En tout cas, nous sommes toujours en vidéo live sur Facebook, page barre de l'économie et puis vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube, c'est nouveau, abonnez-vous. Alors les thèmes du jour aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, qualité de l'air, on va parler expertise comptable, financement, économie, beaucoup de sujets, vous allez voir, c'est une émission qui va être passionnante, soyez avec nous et avec vos stylos si vous voulez, sinon comme je vous l'ai dit, vous réécoutez via Facebook. Alors aujourd'hui, pour tous ces thèmes du jour, eh bien, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Ramesh Kossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Partnering Robotics qui travaille dans les nouvelles technologies. Alors avec vous, on parlera d'intelligence artificielle, de données, de robotique et puis surtout du produit que vous avez créé en prévention en matière de qualité de l'air intérieur. Vous êtes ce qu'on appelle une entreprise dans la deep tech. Et puis on va aussi aborder combien de temps faut-il pour rentabiliser un tel produit. Et vous êtes surtout l'un des fleurons de la nouvelle industrie française qu'Emmanuel Macron veut ou dont il parle souvent. Mais vous avez démarré votre entreprise il y a déjà 13 ans. À vos côtés, Michael Samama, bonjour. Bonjour Florent, bonjour aux auditeurs. Michael Samama, vous êtes expert comptable, actuaire au sein de Epsilon Conseil, votre propre cabinet d'expertise comptable, un cabinet que vous avez créé en juillet 2017. Vous êtes expert bénévole, partenaire d'Initiative 95 qui accompagne les entrepreneurs et puis aussi vous êtes partenaire du dispositif Business Stories mis en place par l'Ordre des experts comptables. Alors bien sûr, ensemble, on va parler d'économie, de finances, de réformes sociales, sans doute de la crise sanitaire bien sûr, mais aussi on va vous faire parler sur votre formation car c'est très intéressant et ça peut donner des idées à beaucoup de jeunes qui cherchent et qui se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Et puis aujourd'hui, vendredi, c'est donc notre expert bien-être, c'est Céline Mestre qui est avec nous, elle est sophrologue et aujourd'hui elle va nous parler d'ailleurs de la micro-sieste et on l'entend d'ailleurs tout de suite avant nos infos du jour. Bonjour Florence, bonjour à tous. En cette rentrée bien chargée, je voudrais vous parler aujourd'hui des bienfaits de la micro-sieste. Alors vous en avez déjà certainement entendu parler, sans savoir exactement comment la pratiquer, ni à quoi elle sert exactement. Pourtant, en moins de 10 minutes et avec seulement un petit peu d'entraînement, la micro-sieste est vraiment à la portée de tous et permet de retrouver toute sa concentration et toute son énergie. Mais qu'est-ce que la micro-sieste ? Eh bien la micro-sieste, appelée aussi sieste flash, se caractérise d'abord par sa durée très courte, inférieure à 10 minutes. Elle se distingue ainsi de la sieste classique d'environ 20 minutes, ou même de la sieste royale du week-end d'1 heure à 1 heure et demie, ce qui correspond à un cycle complet de sommeil. Dans le cas de la micro-sieste, on ne parle pas de sommeil proprement dit, parce qu'il s'agit plutôt d'une relaxation profonde. La micro-sieste correspond aux premières phases du sommeil, somnolence, sommeil léger. Vous vous détendez, mais vous restez sensible aux stimuli extérieurs. L'avantage, c'est qu'une fois éveillé, vous êtes opérationnel immédiatement. En effet, lorsque vous faites une micro-sieste, votre rythme biologique ralentit et les ondes cérébrales de votre cerveau se modifient. En état d'éveil et d'activité, votre cerveau émet des ondes bêta qui oscillent entre 15 et 30 Hz. Elles correspondent aux phases d'activité courante, voire intense de votre journée, par exemple quand vous êtes au travail, pleinement concentré sur ce que vous faites, vous êtes en onde bêta. En revanche, en état de détente et de relaxation, vous êtes en onde alpha.
Les ondes alpha sont plus lentes. Elles oscillent entre 8 et 13 Hz. Lorsque les ondes alpha circulent dans votre cerveau, cela correspond à un état de relaxation et de calme. Vous êtes présent à ce que vous faites, mais vous êtes un peu entre veille et sommeil. Alors, quels sont les bienfaits de la micro-sieste? Eh bien, selon certains scientifiques, la micro-sieste offrirait un réel regain d'énergie pour un temps équivalent à 10 à 15 fois sa durée. Elle permet ainsi de récupérer. En effet, durant la micro-sieste, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent, tandis que les muscles se relâchent, ce qui permet une véritable détente du corps et de l'esprit. La micro-sieste permet donc de rester efficace malgré une charge de travail importante. Elle s'avère donc très utile pour, par exemple, terminer rapidement un travail urgent, réviser plus efficacement un examen, être en forme pour un rendez-vous, accroître ses performances sportives, éviter de s'endormir au volant, etc., etc. Elle est d'ailleurs couramment pratiquée par les corps de métier les plus exposés au stress et au manque de sommeil, les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les commerciaux ou encore les sportifs de haut niveau. En outre, les ondes alpha émises pendant la micro-sieste permettent la synchronisation de nos deux hémisphères, notre cerveau droit plus créatif et notre cerveau gauche plus rationnel. La micro-sieste facilite donc la créativité et les apprentissages. Les enfants le savent bien. À plus long terme, la pratique de la micro-sieste prévient les pathologies liées au stress. Alors, comment faire une micro-sieste? Eh bien, n'oubliez pas, faire une micro-sieste, ce n'est pas dormir, c'est se détendre, se relaxer, se décontracter. En somme, c'est ralentir, tout simplement. Abaisser son rythme biologique pour amener le cerveau en onde alpha, c'est-à-dire en phase de sommeil léger. Tout d'abord, soyez attentif aux signaux émis par votre corps et qui vous indiquent que votre niveau de vigilance baisse, ce qui est le cas toutes les 80 minutes. Vos yeux piquent, vous bâillez, vous avez faim, vous vous sentez engourdi, vous avez du mal à vous concentrer. C'est probablement ce que vous constatez en début d'après-midi après le déjeuner et c'est un moment propice pour s'accorder une micro-sieste. Eh bien, installez-vous alors dans un endroit calme, vous avez l'assurance de ne pas être dérangé. Si possible, éteignez la lumière ou occultez la luminosité pour vous placer dans une certaine pénombre. Asseyez-vous ou allongez-vous, en tout cas veillez à ce que votre tête soit maintenue. Et puis si vous craignez de vous endormir pour de bon, programmez un réveil à 10 minutes. Et puis commencez par vous détendre en conscience, de la tête aux pieds, passez en revue toutes les zones de votre corps et laissez vos muscles se décontracter complètement. Appréciez cette sensation agréable d'un corps relâché, détendu. Et puis portez ensuite votre attention sur votre respiration. Observez votre respiration qui ralentit sans que vous n'ayez rien à faire. Observez ce qui bouge dans votre corps quand vous respirez, vos épaules, votre thorax, votre ventre. Observez le va-et-vient de l'air dans vos narines, à chaque inspiration et à chaque expiration. Et puis vous pouvez également mettre ce temps de repos pour visualiser des images positives, un lieu que vous aimez, où vous vous sentez bien, un bon souvenir vécu récemment, partagé avec votre famille ou vos amis par exemple. Laissez venir toutes les sensations agréables associées à ces images mentales, les bruits, les sons, les odeurs, les parfums, les goûts, les saveurs, les sensations de toucher agréables peut-être. Et puis enfin, reprenez peu à peu vos esprits avec un grand soupir et puis remettez doucement votre corps en mouvement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Voilà, c'était donc Céline Mestre, notre expert bien-être. D'ailleurs, rien qu'avec sa voix, on se détend et on en profite. Merci à elle. Alors, les infos du jour, eh bien, première info, je vais parler du plan de relance. Vous savez que je traite ce sujet presque tous les jours, maintenant plus de 15 jours, tellement il y a eu d'annonces. Alors, l'annonce dont je ne vous ai pas parlé, c'est celle du fait que l'État a décidé de miser sur l'hydrogène. Souvenez-vous, j'ai fait plusieurs émissions sur ce thème en me demandant pourquoi on prônait l'électricité alors qu'il y a aussi l'hydrogène et que c'est un produit intéressant. Donc l'hydrogène, l'État a décidé de mettre en place une stratégie sur 10 ans pour accélérer le développement de la filière verte en lui fournissant un apport de 7 milliards d'euros. La France espère profiter de la relance pour se positionner à la pointe des technologies de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone avec l'objectif d'atteindre avant 2050 la neutralité carbone. Jusqu'à 100 000 emplois pourraient être créés grâce à la filière d'hydrogène d'ici à 10 ans. Alors l'hydrogène est produit par électrolyse
d'électrolyse de l'eau et fera l'objet d'un appel d'offres et d'un soutien à la rémunération. L'État prévoit la mise en place d'un projet commun européen visant à soutenir l'industrialisation sur le territoire et le développement de démonstrateurs. L'État veut aussi assurer sa souveraineté nationale en la matière. Il pourrait ainsi aider au financement d'usines d'électrolyseurs ou d'autres projets divers tournant autour de l'énergie verte et plus largement les projets de recherche tournant autour du développement de solutions décarbonées basées sur de l'hydrogène. Les solutions de piles à combustible, de réservoirs, de matériaux destinés aux prochains véhicules pourraient bénéficier de soutien financier dans le cadre d'un projet européen, tout comme les solutions d'électrolyseurs pour la production toujours d'hydrogène bas carbone et la décarbonation de sites industriels. Cet investissement pour l'hydrogène de 7,2 milliards exactement d'euros sera progressif. Une première partie, 3,4 milliards d'euros, financera la stratégie à court terme, donc avant 2023, et la partie restante étant dispatchée jusqu'en 2030. Ramesh Gossi, qu'est-ce que vous pensez de cette technologie? Écoutez, je pense que c'est une bonne initiative. Il faut essayer de sortir de l'énergie fossile, dont on connaît les conséquences destructrices pour notre planète. Donc c'est, je trouve, une belle initiative. Pour l'instant, comme alternative entre le gasoil, toutes ces énergies fossiles, le nucléaire, je pense que l'hydrogène, c'est une approche intéressante. Ça représente probablement un des grands chantiers sur lesquels la France et l'Europe vont devoir collaborer tous ensemble. Il y a encore des progrès quand même décisifs à faire pour qu'on puisse cibler les types de procédés, les méthodes qui vont être utilisées. Donc il y a une phase d'apprentissage encore pour bien s'assurer qu'on ne dépense pas à tout va sur trop de projets en matière d'hydrogène. J'entends parler d'investissements dans des domaines qui sont vraiment très éparses. Donc peut-être faudrait se focaliser sur certains enjeux de court terme, les définir, trouver les bonnes méthodes, les bonnes modalités de transport et de financement. Mais ce qui c'est que c'est une direction qu'il faut absolument creuser et il faut essayer de développer un leadership sur ce type, je dirais, de procédés d'énergie qui sont définitivement d'avenir. Et on sait, vous le savez, que c'est long de développer une nouvelle entreprise industrielle. Vous nous en parlerez, puisque dans votre domaine, la qualité de l'air, vous allez nous parler de ce parcours du combattant tout à l'heure. Alors, et on va poser la merci Ramesh Gossi en tout cas. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Partnerings Robotics. Michael Samama à vos côtés. Alors, vous, le plan de relance, qu'en pensez-vous? Alors, le plan de relance, je pense que la France en a besoin. Tout simplement car on a besoin de fonds pour pouvoir redévelopper l'emploi, créer des emplois, pouvoir développer des entreprises qui ont un fort besoin actuellement. Typiquement, pour pouvoir innover, il faut des fonds. Et il faut que l'État investisse en fait dans ces structures. Ça permettra dans un premier temps d'avoir des innovations, de pouvoir développer, d'avoir des fonds pour le faire en tout cas, puis par la suite de pouvoir commercialiser ces innovations et de pouvoir bénéficier de grappes d'innovation en ayant l'approche de Schumpeter, et pouvoir développer davantage, créer davantage d'entreprises sur le territoire. Et cela permettra aussi également de démarquer la France par rapport justement à d'autres pays et de peut-être également développer à l'international de nouveaux produits qui n'existaient pas auparavant. Alors vous en parlez en connaissance de cause parce que vous-même vous accompagnez des startups. C'est exact, oui. J'accompagne des startups dans leur quotidien, dans toutes les étapes de maturité, de vie de ces structures. Typiquement dès la création, donc création de l'entreprise, l'Ovely Money, donc c'est-à-dire qu'en fait les premiers besoins en financement, après on va faire du pré-seed, donc on va faire des Vous voulez dire que vous les aidez à trouver de l'argent, voilà, pour trouver des fonds pour pouvoir en fait développer leurs produits, les commercialiser, trouver les partenaires aussi également et trouver le réseau d'entreprises avec lesquelles elles pourront travailler par la suite. Donc, mais pour cela, encore une fois, il faut des fonds. Donc, voilà, le plan de relance est très très bienvenu, surtout dans la crise, dans l'environnement, le contexte actuel dans lequel nous vivons, de crise. Qui n'est pas simple pour personne. Pas très très simple.
Merci beaucoup, Michael Samama. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le patron, on va dire, si on peut parler comme ça, dans l'expertise comptable, du cabinet Epsilon Conseil. Autre info du jour, c'est Assassin's Creed et Splinter Cell. Vous savez bien, les deux jeux que les, bah pas que les ados d'ailleurs, certains adultes aussi adorent. En tout cas, ils arrivent en réalité virtuelle chez Ubisoft. Et ça, c'est grâce au partenariat qu'a signé la société française avec la société américaine qui s'appelle Oculus. Oculus qui va sortir également des nouveaux casques pour ces deux jeux. D'ailleurs, des casques qui ne se seront dédiés qu'à ces deux jeux-là. Ils s'appelleront les casques Oculus Quest 2. La société américaine a présenté ce nouveau casque cette semaine. Ubisoft a déjà édité plusieurs jeux, par contre, en réalité virtuelle, notamment Eagle Flight ou Star Trek. Voilà, vous le savez peut-être si vous êtes un passionné de jeux. Le développeur et éditeur français avait produit un espace room en réalité virtuelle dans l'univers d'Assassin's Creed. Et donc, il a été salué par la critique, car cet espace, malheureusement, n'est pas disponible pour le grand public. Il fallait en effet se rendre dans des lieux dédiés pour essayer la réalité virtuelle. Maintenant, vous pourrez le faire de votre propre canapé. La nouvelle version sera développée par Ubisoft Red Storm, la filiale à l'origine de la licence de Tom Clancy installée en Californie. Le studio sera épaulé dans sa tâche par Ubisoft Réflexion, par Ubisoft Düsseldorf et Mumbai. Voilà, le casque, lui, eh bien, sera disponible à la vente dès le 13 octobre prochain. Alors là, on parle de nouvelles technologies. Ramesh Gossi, vous intéressez à la réalité virtuelle, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense. Alors, Florence, Ramesh Gossi. Gossi, pardon. Vous mettez un go, mais. Oui, c'est un C. Pourtant, je l'écris bien avec un C. Pas de souci. Alors, oui, les nouvelles technologies, moi, je suis fan. Et j'aime développer des nouvelles solutions et notamment créer des produits qui n'existent pas pour des marchés qui n'existent pas. Je fais ça depuis plus de 30 ans. Donc, effectivement, je suis toujours enthousiaste lorsqu'on parle de nouvelles technologies. Pourtant, là, dans les nouvelles technologies, il faut bien faire attention. Il y a toujours ce qu'on appelle the dark side, le côté sombre de la force. Alors, c'est intéressant tout ce qui est réalité virtuelle, et c'est vraiment un champ à explorer, parce qu'on sent qu'on va pouvoir développer des nouvelles compétences cognitives, et ça fait partie du monde d'avenir. Vous savez, on est dans une société qui se numérise, qui se digitalise, et avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir développer des services de divertissement, mais aussi d'apprentissage extrêmement pertinents. Par contre, il faut vraiment faire attention à avoir des études qui disent très clairement ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on voit les travaux de notamment Suzanne Greenfield, qui est une neuroscientiste, qui dit très clairement que l'utilisation de certaines technologies inhibe la plasticité du cerveau. Donc il faut vraiment faire attention, notamment pour les plus jeunes, à l'impact de ce type de technologie sur le développement de leurs facultés, de leur processus cognitif, mais aussi comprendre l'impact que ça peut avoir sur leur quotidien et de leur rapport au réel. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter et tout freiner. Ça veut simplement dire qu'il faut prendre le temps de bien suivre les études et de comprendre la globalité, ou en tout cas l'essentiel des impacts sur l'homme, sur les enfants, les différentes classes d'âge et quel type de compétences on va gagner et quel type d'impact, c'est-à-dire faire toujours le bénéfice positif-négatif. Là, c'est un petit peu comme les tablettes. Certains scientifiques alertent les éducateurs sur les tablettes en disant que si nos enfants apprennent trop tôt à utiliser les tablettes, après, ils ne sauront plus écrire. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, pour vous, il faut limiter, selon l'âge de la personne, bien sûr, et notamment des enfants, il faut limiter tous ces usages de nouvelles technologies pour qu'on continue à apprendre comme l'homme a toujours appris depuis tous les temps? Alors, comme l'homme a toujours appris, on a évolué. On n'apprend jamais de la même manière. Donc, je pense qu'il faut regarder le progrès. Mais par contre, il faut comprendre ce que l'on fait. Il faut des études, il faut comprendre les impacts. Alors, pour les tablettes et les téléphones, très clairement, et même aux États-Unis, vous savez, les grands groupes, leurs enfants, ils leur demandent de ne pas utiliser les tablettes ou les smartphones avant l'âge de 12-14 ans. Donc, c'est une réalité. Ils ont bien compris que ça pouvait, je parlais de plasticité du cerveau, c'est une forme d'addiction aussi. On a différentes formes de pathologie. Donc, oui, il faut faire attention. Oui, il faut expliquer aux enfants combien de temps, une demi-heure par jour, il ne faut pas y rester 10 heures, pourquoi faire, quel type d'usage. Entre guillemets, c'est une question de bon sens. Ensuite, dans les processus d'apprentissage,
Il faut comprendre que la manière dont on apprenait avant était faite parce que ça nous donnait certains bénéfices, mais aussi certaines limitations. Maintenant, on peut voir l'information, l'analyser de façon transverse. On a un rapport au temps qui a changé. Donc là encore, il faut bien comprendre ce que ça nous apporte en termes de flexibilité, mais ce que ça nous fait perdre en termes de capacité. Vous voyez, si je vous demandais aujourd'hui combien de numéros de téléphone vous connaissez par cœur, l'impact du calcul mental, de la mémorisation, il y a des domaines sur lesquels on se dit, tiens, oui, c'est vrai, c'est pratique le téléphone, mais voilà, il y a certaines choses que je ne fais plus. C'est vrai que les numéros de téléphone, on les apprend plus par cœur. Par exemple, vous voyez, on vous soulage de plein de choses. C'est un peu qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que je t'enlève pour augmenter ton addiction. Et si vous regardez bien les tablettes et les smartphones, aujourd'hui, ils sont en train de dicter nos comportements. Vous voyez, on a des notifications. On fait quelque chose, on a une notification sur le smartphone, hop, ça attire notre attention. Et comme ça a été dit depuis plusieurs années, on est dans une guerre de l'attention. Et maintenant, on est dans la guerre du neurone. On est rentré dans le temps de traitement. Vous voyez, on n'est plus simplement dans l'attention, on est vraiment dans le temps de vie que je te prends pour orienter tes usages. Donc, il faut faire attention, mais en même temps, il ne faut pas fermer la porte au progrès. Au contraire, il faut vraiment essayer d'analyser ce que ça apporte. Donc, je fais partie des gens qui sont enthousiastes, mais qui demandent à bien comprendre, à mesurer les impacts. Alors, soyons bien clairs, on ne peut pas tout comprendre du premier coup, donc on ne va pas tout arrêter parce qu'on ne sait pas tout. Mais ça veut dire qu'il faut mettre en même temps qu'on innove, qu'on crée du progrès, il faut tout de suite déclencher les processus de compréhension et d'observation avant de prendre des décisions. Et puis donc d'être mesuré finalement. Bien sûr. Merci Ramesh Kossi, c'est intéressant ce que vous venez de dire, notamment je retiens que nous ne sommes plus, nous sommes dans la guerre de l'attention et donc dans la guerre des neurones. Et ça c'est vrai je m'étais pas, en tout cas moi je m'étais pas posé la question comme ça, mais c'est très important de le rappeler. Michael Samama. Moi, je pense, en tout cas, vis-à-vis du contexte actuel, et les éditeurs de jeux l'ont très bien compris, on passe beaucoup plus de temps chez nous. Donc forcément, on a plus envie de jouer, donc les jeunes ont plus envie de jouer. Et donc les développements de jeux comme Assassin's Creed ou Splinter Cell, que je connais un petit peu, puisque je suis trentenaire, et donc par rapport à ça, j'ai une certaine connaissance de ces jeux, puisque j'y ai déjà joué, en tout cas aux anciennes versions, vu que je n'ai plus trop de temps à louer à des jeux, malheureusement, et aussi également heureusement. Donc moi en fait ce que je pense c'est que par rapport justement à ces évolutions technologiques, je crois beaucoup à la capacité du cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait on se rend compte, moi j'ai 2 filles par exemple, je sais qu'il faut contraindre par rapport aux usages par exemple des tablettes, des jeux, de la télévision, etc. Mais j'ai l'impression en fait que les choses vont plus vite, elles apprennent plus vite. Donc je vois des enfants, même qu'on aille à l'école, on voit les enfants apprennent beaucoup plus vite aujourd'hui. Donc en fait, il y a une capacité d'apprentissage qui se fait par rapport à ces nouvelles technologies qui n'a rien à voir avec ce qu'on vivait auparavant, en tout cas pour ma part et pour les gens de ma génération. Typiquement aussi aujourd'hui, on vit avec des nouveaux usages de vie. Ça va très très vite, on n'a plus le temps. Tout doit aller vraiment très très vite. Tout acte doit être fait à une vitesse limite, c'est du temps réel. Donc on est obligé justement de prendre en considération ces nouvelles technologies-là et de les intégrer à notre quotidien, malheureusement et heureusement. Mais il faut savoir aussi faire la part des choses, par exemple quand on rentre le soir, couper son téléphone, etc. pour pouvoir vivre un cadre familial viable, une vraie vie de famille. Sinon, on s'en sort jamais, malheureusement. C'est vrai, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire, Michael Samama. C'est vrai que quand on reçoit des mails, l'interlocuteur qui nous envoie un mail, il s'attend à ce qu'on lui réponde pratiquement dans le quart d'heure. Et quand on ne répond pas, moi je vois, on m'appelle le soir pour savoir si j'ai bien reçu le mail, par exemple. Donc c'est vrai que vous avez raison, le temps devient de plus en plus vite. Merci beaucoup pour vos 2 interventions. Alors, autre information du jour, toujours dans les nouvelles technologies. Cette fois, c'est Air France KLM qui a signé un partenariat avec la société d'informatique espagnole Amadeus. Et les agences de voyage pourront donc bientôt profiter et proposer des offres encore plus attractives, une tarification plus dynamique et des offres de voyage combinées sur mesure, selon nos goûts bien sûr, grâce à cet accord de distribution NDC. C'est une norme, c'est la New Distribution Capability, c'est une norme qu'ils ont signée ensemble. Et donc, Air France pourra relier ses services à la plateforme Amadeus. Et les premières et principales étapes de vente, c'est-à-dire la boutique, la commande et le paiement, tout est intégré. Les voyagistes pourront donc tester ces réservations d'ici la fin de l'année.
Voilà, donc et puis il y aura même des fonctions d'après-vente qui pourront être vendues. Donc ce service pourra être mis en place dès le premier semestre 2021. Autre info dans les nouvelles technologies, c'est Bill Gates qui ne croit pas du tout aux avions et aux poids lourds électriques. Pour lui, ça ne fonctionnera pas. Les batteries sont trop lourdes pour permettre à des véhicules imposants d'effectuer de longues distances. Je vous rappelle que Bill Gates utilise sa fortune pour tenter de résoudre les problèmes du monde et du climat et donc il finance des projets diversifiés. C'est donc la guerre avec Elon Musk qui lui prédit récemment que les avions électriques seraient viables à partir du moment où les batteries atteindront une densité énergétique de 400 watts par heure par kilogramme. Bill Gates, lui, pense qu'elles ne seront jamais assez performantes pour faire voler un avion sur une longue distance ou assurer la traction d'un semi-remorque. Donc, qui aura raison? Eh bien, nous verrons. Ramesh Kossi, vous qui êtes dans les nouvelles technologies, vous pensez quoi de cette guerre? Écoutez, c'est la guerre habituelle d'idées et de lobby, avec celui de nos amis américains. Elon Musk a dit qu'il fallait absolument tout freiner dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que voilà, c'était dangereux, on n'était pas prêt. Ce qu'on se rend compte, c'est que lui, il est plutôt sur le business des batteries, avec les véhicules autonomes, avec aussi d'autres activités comme tout ce qui est aérospatial. Et puis là, on a Bill Gates qui répond un peu en disant oui, mais les batteries, ça n'a pas marché, attendez, il faudrait plutôt se focaliser sur d'autres industries, pourquoi pas les choses que je fais moi, l'intelligence artificielle et toutes les applications qu'on développe autour de Windows. Ensuite, je dirais le côté altruiste de Bill Gates et généralement de ces grands milliardaires américains. Vous savez, ils ont passé la plus grande partie de leur temps à être des prédateurs, je dirais, de la rentabilité, de la profitabilité. Et puis ils arrivent à un certain stade de leur vie où peut-être, je ne sais pas, pris de remords, comment ça se fait dire, on a peut-être été trop loin. Mais même lorsqu'on regarde un modèle de fondation, on se rend compte que la générosité est orientée sur certains projets bien ciblés. On a d'ailleurs un ou deux ouvrages qui sont parus pour expliquer un petit peu ce que c'était que la fondation Bill Gates et en quoi consistaient les projets d'Elon Musk. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a des personnes qui servent leurs intérêts, pas que parfois, et tant mieux pour les sociétés, mais on est vraiment là dans une lecture différente de la générosité, de l'altruisme qui est vraiment orientée au profit de certains lobbies. Donc j'espère qu'en Europe et ailleurs et en Asie, on aura d'autres modèles d'altruisme. Et je pense qu'ils existent quand on se regarde ce qui a été fait par Mohamed Yunus et d'autres pour voir un petit peu comment développer du microcrédit ou avoir des ONG qui s'occupent de l'écologie, de la vraie écologie. Lorsqu'on voit des gens qui s'occupent de la santé et de limiter, je dirais, la propagation par des gestes d'hygiène des virus et des bactéries. Donc, on ne va pas laisser Elon Musk ou Bill Gates nous expliquer c'est quoi la générosité, c'est quoi ce qu'on devrait faire. Ils sont dans des lobbies, mais par contre, on serait ravis qu'ils redistribuent toutes les richesses qu'ils ont accumulées et qui aujourd'hui sont très focalisées sur des intérêts très limités. Merci beaucoup Ramesh Kossi, c'était important. Autre information du jour, c'est toujours dans les nouvelles technologies, bien sûr. C'est lors d'un test de grande ampleur, l'Air Force américaine a utilisé des chiens robots sur l'une de ses bases. À terme, ces machines pourraient avoir de multiples usages dans le domaine militaire. Les tests en question visaient à démontrer les capacités de leur projet qui s'appelle l'Advanced Battle Management System, l'ABMS. Ce dispositif permet à une force commune d'utiliser des méthodes et des technologies de pointe pour collecter, analyser et partager rapidement des informations et prendre des décisions en temps réel. Donc c'est important évidemment pour les militaires. Alors il comprend notamment les réseaux 4 et 5G, des systèmes de cloud computing et d'intelligence artificielle. Les robots dont je viens de vous parler sont conçus par l'entreprise Ghost Robotics. Le modèle en question est baptisé Vision 60 et il est pensé pour des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, d'inspection à distance, de cartographie et bien sûr de communication. Et donc ces chiens robots peuvent être exploités dans de nombreux domaines et sont modulables. Ils pourraient aussi intercepter des communications ennemies et transférer des communications entre alliés. Ce projet américain bénéficie d'un budget de 3,3 milliards de dollars sur 5 ans. Ramesh Kossi, ça vous laisse interroger? Enfin, en tout cas, on a l'impression de se retrouver dans Star Wars quand on voit les photos de ces chiens robots. Oui, alors pas que Star Wars, je veux dire, on serait plutôt dans Terminator. Aussi. On est vraiment dans un monde où là, les technologies sont utilisées à des desseins militaires.
Déjà qu'on nous a fait croire qu'Internet allait nous donner plus de liberté, ce qui est pour une grande partie vrai, mais toute la partie, je dirais là encore, le dark side, où quelque part on commence à nous contrôler au rentre dans nos cerveaux. Là, on est avec de l'intelligence artificielle, des robots de type animaloïde. Et vous savez que moi, dans ma chaire, je défends justement le fait de freiner tout ce qui est robot animaloïde et humanoïde. On a d'autres moyens avec des robots qui soient beaucoup plus neutres et qui créent des usages qui servent l'homme, qui laissent l'homme au centre. Là, on est vraiment dans des dispositifs de type militaire sur lesquels on va complètement changer d'échelle. On peut vraiment créer des armes de destruction massive. Et ce qu'on voit, les Américains, à travers Internet, mais aussi ce type de robots, n'hésitent pas à expérimenter et à dépasser certaines limites éthiques. Et on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Et je pense que vous avez aussi probablement entendu parler d'autres initiatives dans le domaine de tout ce qui est virus et bactéries en tant que qu'armes de guerre. Donc il y a plein de champs comme ça qu'on laisse faire. Malheureusement, on n'a pas trop de moyens de régulation. Mais en tout cas, je pense qu'il faut là encore bien encadrer. Si on le peut, on ne peut pas toujours. Mais ce n'est pas très rassurant tout ça, pour le dire d'une autre manière. C'est pas très rassurant. Vous avez parlé de guerre bactériologique, le Covid. On se pose toujours la question, justement, d'où ça sort quand même. Merci beaucoup, Ramesh Kossi. On va passer la parole à Michael Samama. On voit effectivement qu'on a pas mal de collecte d'informations, que ce soit d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue économique, au travers justement des entreprises. Comme l'a laissé nous penser Ramesh, aujourd'hui la donnée, c'est l'or noir. Toutes les entreprises recherchent en fait à collecter de la donnée pour pouvoir en fait créer des modèles de prédiction, que ce soit en fait pour projeter leur business dans l'avenir et pour avoir une connaissance très approfondie en fait de leurs clients. C'est la même chose d'un point de vue militaire. On cherche à avoir aussi de la donnée pour connaître en fait ce que va faire l'ennemi dans les prochains jours ou quelle est sa stratégie du moins. Donc je pense que malheureusement en fait cet aspect-là tous ces investissements dans des technologies typiques animaloïdes ou dans des drones, puisqu'on a vu aussi avec l'apparition des drones, ou dans d'autres technologies encore qui permettront de collecter l'information, ça va se poursuivre. Maintenant, il faut encadrer tout ça, il faut réglementer tout ça. Et là, je pense que c'est à la charge de l'État de faire ce travail-là, de créer un encadrement par rapport justement à cette nouvelle technologie, à la vie privée aussi des gens, parce que qui dit collecte d'informations, dit collecte d'informations de données en fait sur les personnes physiques. Et donc, il y a une certaine confidentialité aussi qu'il faut y avoir par rapport à ces données, et on ne peut pas commercialiser toutes ces données de cette façon-là, la mettre à disposition de n'importe qui, parce que ça reste dangereux. Voilà. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Merci, Michael Samama. Dernière info du jour, c'est le Brexit, le feuilleton qui dure déjà depuis plusieurs années, on peut dire. Eh bien, cette fois, c'est Joe Biden, donc l'Américain, qui lâche Boris Johnson sur la question irlandaise. Le candidat démocrate à la présidence américaine met en garde le Premier ministre britannique et conditionne tout accord commercial au maintien de la paix en Irlande. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la pression internationale s'accroît un peu plus sur Boris Johnson, qui s'est engagé dans un bras de fer diplomatique visant à revenir partiellement sur l'accord sur le Brexit avec l'Europe. Ce qui est en jeu, eh bien, c'est le protocole destiné à éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Une décision jugée comme une infraction au droit international, car elle est susceptible de réveiller la guerre fratricide en Irlande du Nord. Et c'est ce que ne veut pas Joe Biden, qui met donc en garde Boris Johnson contre toute action qui menacerait la paix en Irlande. Et il indique que si tel était le cas, eh bien, le Royaume-Uni ne bénéficiera pas de l'accord commercial entre Londres et Washington. Un avis qui vient donc appuyer l'Europe. Joe Biden n'est pas le seul Américain à mettre en garde Boris Johnson. Nancy Pelosi l'avait fait elle aussi. Donc il y a quelques semaines. Et puis par contre, Trump, lui, ne ferme aucune porte. Et l'administration Trump observe une prudence courtoise à l'égard de Boris Johnson. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans quelques semaines. En tout cas, eh bien, nous espérons que cet accord va se sceller entre l'Europe et l'Angleterre. Est-ce que vous, Michael Samama, est-ce que vous souhaitez commenter comment ça se passe pour vous, le suivi des salariés à l'export, par exemple? Alors, les salariés qui sont expatriés, comme on dit. Moi, quand j'étais en prépa HEC, que j'ai fait dans le 95,
on me disait toujours, l'Union européenne, il faut construire une Union européenne. Il faut construire absolument une Union européenne forte pour qu'elle puisse avoir du poids au niveau, à l'international. Donc avec une certaine cohérence, une cohésion. Donc que ce soit au niveau de l'impôt, au niveau justement de l'espace Schengen, la mobilité, donc sur tous ces aspects-là. Maintenant, aujourd'hui, en fait, on se retrouve 10 ans plus tard. Ce qu'on constate, c'est que ça ne s'est pas fait en fait de cette façon-là. Donc en gros, on a un Brexit, on dissocie en fait un pays de l'Union européenne. Est-ce que en fait demain, on va voir en fait l'Union européenne se décomposer? C'est ce qui vous fait peur? C'est ce qui fait très peur. C'est ce qui fait très peur parce qu'en fait ça aura un impact sur les relations économiques et sur le point en fait que pourra avoir l'Union européenne. Et que ce soit aussi également les membres de l'Union européenne. Typiquement, il y a les membres forts, donc l'Allemagne, la France, puis il y a d'autres membres qui ont besoin, en fait, de cette Union européenne pour pouvoir en fait, se construire, se développer. D'autres pays qui sont membres et qui sont moins puissants, il faut le dire, que la France et l'Allemagne. Donc c'est une vraie crainte. Aujourd'hui, par rapport justement au Brexit, effectivement, ça crée certaines difficultés au niveau des relations commerciales que certaines entreprises ont, donc avec des business qui sont entre l'Angleterre et la France. Donc en fait, ça crée véritablement des difficultés sur les relations, comment on va faire d'un point de vue des douanes, comment on fait circuler les marchandises. Après, il y a les aspects en fait sociaux, sur le travail. Comment en fait je peux maintenir mes employés en Angleterre aujourd'hui, dois-je les rapatrier? Comment je vais gérer mes expatriés? Tout ça, ça crée une certaine frustration, une méconnaissance. On est un peu en fait dans l'inconnu. Alors tant que ces accords ne seront pas clairs et définis, il faut savoir que le dirigeant d'une entreprise, il n'aime pas l'inconnu. C'est très très dur de gérer l'inconnu en fait quand on approche d'un business. Et quand on a un business où on a des parts de marché qui sont dans des pays où il y a une forme d'instabilité, c'est très difficile à gérer. Merci beaucoup pour ce rappel, Michael Samama. On va tout de suite faire une petite pause musicale et puis ensuite nous allons entrer dans le domaine de la deep tech. Excusez-moi, on a l'air Non, non, c'est bien. Vous pouvez sortir prendre un verre d'eau et Allez, boire là-bas. Au revoir tout le monde. Un café? Ah oui. On va boire un coup au café. Je prends pas trop fort. Je vais m'approcher. J'ai pas osé intervenir sur le Brexit. Vous pouvez le faire tout de suite. Bon, je sais pas si vous voulez passer, ça dépend du temps qu'il reste à faire. Là, non, il faut je prépare pas. On peut y revenir Non, il après. n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de... Donc il faut que je parle plus dans le micro. Voilà. Le problème, comme vous regardez la caméra, ça vous déporte du micro et puis voilà. Vous voulez que je regarde plus le micro? J'ai suivi les consignes. J'incline-toi légèrement vers la caméra. Voilà, je l'ai fait. Et là, je me fais tirer les oreilles tout de suite. Vous avez un peu, Florence? Oui, c'est dur. Hein. Je peux dire à Florence et puis tout de suite. Et Philippe, du coup, il compte. Donc je parle dans le micro. Non, de toute façon, c'est la radio. Ben voilà. Il y en a qui s'en aperçoivent quand même qu'on a la radio. Merde. Mais en même temps, Florence a parlé de web radio, je crois. Oh non, non. Oui, c'est très important même. On va parler de radio tout simplement. On parle
parle de web radio, on fait les deux, nous, on fait FM et web radio. Ah oui, j'ai bien compris. Je me suis fait tirer les oreilles sur le micro, j'ai mangé le micro. Ah, c'est normal, l'ingénieur du son, il s'occupe du son. Hein. Allez, on reprend, on y retourne. Ouais, il y a une descente. Attention. Nous voici de retour au bar de l'économie après cette courte pause respiratoire musicale avec, vous avez reconnu, Amy Winehouse et son magnifique titre Back to Black. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons donc financement, économie, fonds d'aide, création d'emplois, mais aussi deep tech et puis qualité de l'air. Et pour cela, j'ai à mes côtés Michael Samama, expert comptable chez Epsilon Conseil, et puis Ramesh Kossi, à qui je passe la parole tout de suite. Il les préside et il a fondé Partnering Robotics, qui a lancé un nouveau produit de mesure de la qualité de l'air. On va parler du produit, bien sûr, dans quelques minutes, mais ma première question, c'était plutôt... alors, Ramesh Kossi, vous militez pour l'air depuis 13 ans. Vous avez fondé votre société il y a 13 ans. Mais pour fonder une société, un fleuron donc de l'industrie française à laquelle vous êtes arrivé maintenant, c'est le parcours du combattant, non? Ah oui, en fait, c'est un enfer, hein, faut dire les choses. Moi j'ai fait le choix de malade mental de partir de la recherche, qui est très mal financée en France, même si on a un dispositif qui est bien fait, qui est très bien pour recherche, mais c'est pas suffisant. Donc on a créé notre propre intelligence artificielle. Moi j'en avais assez de l'hégémonie des Américains ou d'autres, j'irais pays asiatiques dans le domaine des technologies. Je voulais montrer qu'en France on était capable de créer des briques technologiques essentielles, notamment des réseaux de neurones qui permettent d'avoir une intelligence artificielle qui permettent l'émergence d'usages et de produits disruptifs, c'est-à-dire de créer des usages qui n'existent pas pour des marchés qui n'existent pas encore. Et je crois que c'est l'effort à faire pour pouvoir créer du développement économique. Pour créer Alors la ça, richesse c'est le mot que vous avez prononcé, disruptif, c'est ce que vous venez de définir. Donc c'est très difficile quand on crée des nouveaux marchés de trouver des fonds. On vous a pris pour un fou à l'époque? On m'a pris pour un fumeur de ganja. Alors, imaginez, il y a 13 ans, vous parlez d'intelligence artificielle avec votre petite tête là de Mauricien indien, mais je suis français, c'est pas grave. Vous êtes français, mais on vous a dit avec votre tête de Mauricien, vous l'avez entendu? Quand vous arrivez ma tête, on voit bien que je porte un truc qui a voyagé. Et c'est bien, ça fait partie de la diversité. Donc les gens se sont dit, tiens, il travaille dans les robots, dans l'air, dans l'intelligence artificielle, moi, ça va être un fumeur de ganja, celui-là. J'ai bien fait marrer les gens, c'est pas grave. De toute façon, la science, vous savez, au départ, on vous dit que c'est n'importe quoi, que ça sert à rien. Et puis dès que ça fonctionne, on se dit, mais putain, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, est-ce que c'est français, ces réflexions-là, ou bien pour trouver du financement, du coup, si on vous a répondu ça, comment vous avez fait? Écoutez, on s'est débrouillé. On a survécu, on a été malin, on a travaillé sur d'autres types d'activités qui permettaient de rentrer un peu de trésorerie, ce qu'on appelle du cash flow, pour pouvoir financer notre activité. On a été patient, on a recruté personne après personne, donc on est parti à 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on est une trentaine. Et puis, on est parti en 2007 et puis en 2016, on a réussi à convaincre des premiers investisseurs. Mais tout ça, c'est long. Mais par contre, on a une vraie maîtrise de notre intelligence artificielle, de notre robot que l'on fait complètement en France. Nos produits sont Origine France garantie. On a la production et on a la plateforme des données. Vous savez qu'on rentre dans un monde de données. Et il est important aussi de montrer qu'on a une maîtrise de ce que l'on fait, qu'on n'utilise pas simplement des briques technologiques américaines ou chinoises ou japonaises, parce que derrière, on ne sait pas comment sont faits les algorithmes, où vont les données. Nous, on peut dire en tout cas qu'on a une maîtrise de ce que l'on fait. Alors, c'est encore petit, on démarre humblement, mais ça n'a pas été facile. Et finalement, on s'est créé en 2007 et on ne vend que depuis 2 ans. Donc oui, c'est un vrai parcours avec des hauts et des bas, des on va mourir, on survit, j'en peux plus, j'en peux encore. Bon, on est encore là et on est optimiste. Donc en fait, ça ne fait que 2 ans que vous arrivez à vivre, j'allais dire, de vos produits. C'est ça, 2 ans qu'on vend. Et grâce à des investisseurs, on a encore envie. D'ailleurs, on cherche toujours des investisseurs, mais ça, je crois que c'est notre activité qui va être comme ça jusqu'au moment où on sera profitable. Et c'est quand même un message important, notamment pour les deep tech, qui sont finalement mal financés en France aussi. C'est un autre sujet, je ne voudrais pas ouvrir ce débat ici, mais oui, maintenant, ça fait 2 ans qu'on vend des produits, pas des prototypes, dans le domaine de la qualité de l'air intérieur.
Alors, vous avez donc toujours travaillé depuis le départ sur la qualité de l'air. Pourquoi ce choix au départ de la qualité de l'air? Comment vous est venue cette idée? Bah écoutez, ça fait lorsque ma petite fille Myriam est arrivée au monde, vous voyez, il y a toujours un vecteur, un déclencheur émotionnel. Ma fille était asthmatique et je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai commencé à regarder. Alors quand tout chercheur, on s'intéresse, on lit. Oui, au départ, vous dites c'est des gènes familiales, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on a fait de mal, c'est de notre faute. Et puis j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui traînaient dans l'air. Alors j'ai regardé ce que disaient les papiers de recherche, ce que disait aussi l'Organisation mondiale de la santé. Et j'ai constaté avec effroi que ça fait des décennies où la qualité de l'air se dégrade. Alors avant, on parlait de dégradation de l'air par ce qu'on appelle les pollutions chimiques, les pollutions particulaires. Vous savez, dès qu'il y a un pic de pollution, on parle des PM2.5, c'est les toutes petites particules qui passent par la trachée, le nez, qui rentrent dans les poumons, qui peuvent ensuite passer la barrière alvéocapillaire et déclencher les métastases. Donc c'est extrêmement dangereux. Et puis bien sûr, avec les virus, les pathogènes, les bactéries, on s'est rendu compte que, notamment avec le Covid-19, que ça pouvait prendre d'autres ampleurs. Enfin bref, l'air était catastrophique avant le Covid, il l'est toujours. Donc il faut vraiment qu'on prenne du temps de réflexion stratégique sur l'air, son importance. Et oui, je revendique d'être un militant de l'air. Alors, pas simplement quelqu'un qui fait des méta-analyses en regardant les différents travaux de recherche. Et là, j'insiste vraiment pour dire que l'air, il n'y a pas que les gens qui travaillent sur les bactéries, les virus. Il y a aussi des gens qui travaillent sur les aérocontaminants, la manière dont ça se diffuse dans l'air. Vous savez qu'on a appris avec grande pénibilité que, oui, les grosses gouttelettes, les gestes barrières, c'était bien, mais que le virus se diffusait aussi dans l'air à travers la parole et la respiration, et qu'il pouvait rester en suspension dans l'air. Donc il y a plein de choses qu'on ne fait pas encore, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc oui, l'air, c'est un vrai combat. Moi, je suis arrivé dans un monde où on ne se posait pas la question, l'air, on respirait, c'était gratuit. Mais on va apprendre que maintenant l'air est en train de se transformer, il est en train de muter, pour employer un mot qui parle un peu, il se transforme, il est dégradé, il est altéré, il est temps de considérer l'air comme une priorité pour nos vies. Oui, certains disent même qu'à la limite, l'air extérieur est plus polluant finalement que l'air intérieur. Alors là, pour l'instant, les études, Florence, elles disent que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et on passe en moyenne 90% de notre temps dans les environnements intérieurs, que ce soit à la maison, dans les bureaux, dans les transports. Donc il faut vraiment faire attention à tout parce que malheureusement maintenant, à l'extérieur ou à l'intérieur, l'air est vraiment en train de se dégrader à vitesse grand V. Alors on ne va pas faire attendre l'auditeur plus longtemps, on va donner le nom de votre produit, ça s'appelle DIA. Le nom c'est DIA One. Alors vous avez sorti DIA X1 et DIA AirNode. Ce sont des robots finalement qui purifient l'air intérieur, c'est bien ça? Expliquez-nous comment ça fonctionne et toutes les qualités qu'ils permettent de faire. Alors pour simplifier la discussion, ce sont des épurateurs d'air. Il y en a un qui se déplace tout seul de façon autonome grâce à son intelligence artificielle. Il va pouvoir aller sur des grandes surfaces de 500 à plus de 1000 m². Il va mesurer en permanence la qualité de l'air, tous les petits bobos qu'on peut trouver dedans, les bobos particulaires, tout ce qui est tous les contaminants cancérigènes comme l'ozone, comme les composés organiques volatiles totaux. On va pas faire trop technique. Bref, il analyse en permanence et il traite l'air en permanence grâce à sa filtration de haut niveau de type H13+, ULPA 15. Ça veut dire qu'on utilise les mêmes technologies que l'on retrouve dans les salles d'opération en ouvrant les corps ou les unités de quarantaine. Donc on a vraiment une filtration de haut niveau qui va nettoyer l'air de 99,99% de ces pollutions, qu'elles soient chimiques, particulières ou biologiques. Ça c'est important, on a une vraie technologie qui nettoie, donc on le fait à travers un épurateur mobile, et puis on a aussi un épurateur fixe, et celui-là il intéresse actuellement pas mal les gens, parce que c'est un petit module d'air que l'on met dans un coin, et qui va traiter l'air dans les surfaces moins importantes, de quelques mètres carrés jusqu'à près de 100 mètres carrés, un petit peu plus. Et donc pour les bureaux, les crèches, les écoles, les maisons de santé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tous les lieux publics en fait. Tous les lieux publics. Et puis d'ailleurs, actuellement, on est en phase d'expérimentation avec la ville d'Anguin, mais aussi on a un groupe scolaire sur lequel on va partir avec la ville de Cergy. Il y en a différentes mairies sur lesquelles on est en train de déployer, et pas que, on a aussi des maisons de retraite, des EHPAD, bref, les gens ont compris l'importance de traiter l'air intérieur, de le débarrasser de toutes les formes de pollution. Et là, je fais vraiment une petite parenthèse rapide. Vous voyez, l'air, les problèmes n'ont pas commencé avec le Covid. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a des problèmes de court terme. Actuellement, on est dans le court terme.
on est dans le Covid-19, on est dans les SARS-CoV-2, mais il faut bien comprendre qu'avant, il y avait déjà d'énormes problèmes, qu'après, les virus mutent, mais il y a d'autres virus qui sont susceptibles d'apparaître, d'autres types de pathogènes, des virus ou des bactéries. Donc, il faut vraiment rentrer dans une stratégie vis-à-vis de la contamination de l'air plutôt que d'être hyper réactif, et on fait bien souvent mal. Alors, vous avez prononcé des mots importants. Ramesh Kossi, je rappelle que vous êtes le fondateur de Partnering Robotics et vous venez de lancer donc DIA Air Node et DIA One. Enfin, vous les avez lancés il y a quelques temps, mais enfin, ça commence à être commercialisé. Vous avez parlé de 2 villes qui les testent en ce moment dans les écoles notamment, je suppose, ou dans les lieux publics. Est-ce que le Covid a été un déclencheur de commandes pour vous, du coup? Alors, malheureusement, cette période de crise sanitaire, le Covid, est un accélérateur pour nous d'un point de vue commercial, parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire comprendre aux gens l'importance de traiter l'air. Et pourtant, l'OMS dit tous les jours que la qualité de l'air se dégrade, que la pollution tue plus de 9 millions de personnes dans le monde, avec une croissance à 2 chiffres. Mais oui, cette crise sanitaire a été un déclencheur, et donc on reçoit de plus en plus de marques d'intérêt, de commandes, de grands groupes aussi, comme Chanel, qui ont compris que l'air était un facteur de risque, et que puisque c'est un facteur de risque, ils l'analysent l'air, ils traitent l'air pour que les employés puissent revenir au bureau. Et on incite vraiment toutes les personnes à traiter l'air pour reprendre la vie économique et revenir à la vie normale sans masque. Alors justement, hier, Olivier Véran s'est exprimé. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, des masques? Alors, très sincèrement, et vraiment... Je rappelle qu'Olivier Véran, c'est notre ministre de la Santé. Oui, et moi, je trouve que notre ministre a beaucoup de travail à faire, et c'est une période qui est très compliquée, avec toutes les expositions, la défiance qu'il y a. Donc, moi, je vais vraiment essayer de prendre l'approche de l'air. Je trouve que parfois, on va trop vite, on est trop réactif. Parce qu'on n'a pas fait de prévention. Il faut se remettre dans une démarche de prévention. Que nous disent les scientifiques? Il faut faire attention aux grosses gouttelettes, c'est-à-dire en éternuant, en parlant. On a la transmission humaine, donc les gestes barrières, se tenir à 1 mètre. Bon, c'est très bien, on sait que ces grosses gouttelettes sont projetées. Mais aussi, on sait que... on dit 1 mètre chez nous, mais dans d'autres pays, ils disent 1,80 m, 2 mètres. Voilà, et il y en a d'autres qui disent beaucoup plus. Hein. Voilà. Bon, l'important, c'est de dire il faut garder une certaine distance et on le comprend facilement. Mais on a des scientifiques, là, en 2020, qui ont fait une grande tribune pour dire attention, les virus, les pathogènes, le Covid se transmet aussi dans l'air. Ça veut aussi dire qu'il faut nettoyer l'air en permanence. Et vous savez qu'on a des masques. Alors, je ne vais pas revenir sur l'utilité ou pas des masques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on porte tous très mal ces masques. Et les enfants, alors, bien sûr, on ne peut pas reprocher à des enfants de mal porter le masque. Puis même quand on le porte bien quelques minutes, on fait sortir le nez, on fait sortir la bouche. On n'en peut plus parce que c'est étouffant. On n'en peut plus, parce que ce n'est pas une vie normale, ce n'est pas une vie, entre guillemets, qui est facile, c'est presque inhumain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces masques, on les porte mal, de façon continue. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à nettoyer l'air par une filtration de haut niveau, parce qu'il faut prévoir la vie sans masque, et ces masques, on les porte mal. Donc, il faut vraiment faire attention à adresser les facteurs progressivement un par un. Alors oui, la science n'est pas précise dans tout actuellement. Il y a des choses qu'on découvre. On disait qu'il ne fallait pas de masque, qu'il en faut maintenant. On n'a pas dit que les virus se diffusaient dans l'air au départ. Maintenant, on commence à le dire. Hein, et les scientifiques, les militants se battent. Donc, je sais qu'on apprend, malheureusement, actuellement, chemin faisant. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des épisodes qu'on doit tous traverser collectivement. Mais il faut vraiment penser à protéger l'économie, la vie et la santé, en même temps qu'on apprend de ce qu'il faudra faire pour le prochain coup. Alors, on va se faire une toute petite respiration musicale, si vous voulez bien, Ramesh Kossi. Merci en tout cas pour ces propos. Et puis, on revient pour détailler DIA Air Node et DIA One un peu plus pour que l'auditeur sache comment se développe ce robot, justement. Alors là... J'avais son profil de face, elle avait ses mains.
plaît, là, attends. Ouais. Christophe, il va criser. Je m'en fous. Ah ouais, mais non. C'est normal, tu mets un artiste. Là, il est... Les haut-parleurs là-haut, c'est là ou là? Je sais plus. Qu'est-ce que tu fais? Touche à... C'est moins classe que ça. Pourquoi on entend aussi fort? Allez. Nous voici de retour après un extrait de presque l'un des nouveaux titres d'Alain Souchon. Nous sommes toujours au bar de l'économie. On parle qualité de l'air, nouvelles technologies, finance, expertise comptable aujourd'hui. Et nous sommes avec Ramesh Kossi, président de Partnering Robotics, avec qui nous détaillons l'importance de la qualité de l'air avant cette pause. Et donc, DIA One et DIA AirNode purifient. Ce sont des robots purificateurs qui avancent tout seuls dans une pièce, c'est ça? Alors, quel budget faut-il, pour qui est-ce fait, ces robots? Est-ce que moi, particulier, j'ai intérêt à le mettre chez moi, ou est-ce que c'est fait pour des plus grandes surfaces? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, c'est deux épurateurs, un qui bouge pas, un qui est pour les grandes surfaces, un pour les petites surfaces. Ils absorbent l'air, ils filtrent l'air grâce à une filtration de niveau et ils créent un air qu'ils relarguent, qui est épuré, et qui va permettre de contribuer à la bonne santé des personnes. Alors, ce qu'on voulait, puisque nos produits nous sont faits en Val d'Oise, à Cergy, on est très fiers de ça, nos produits sont origine France garantie, on voulait que nos produits soient accessibles à tout le monde, c'est la prévention de santé. Donc, on a fait des produits qui sont pas chers et qui comprennent tous les services, c'est-à-dire l'installation, la maintenance, le changement des filtres, on ne veut pas que les gens payent à chaque fois, donc garantit une qualité d'air. Donc, le petit module d'air, il est à partir de 99 € par mois, service tout compris. Et comme on a la production, on peut aussi le proposer à 69 € par mois, 79 € par mois en fonction des options. Donc c'est un robot aujourd'hui qui est prévu pour les entreprises, les écoles, les bâtiments publics, ce qu'on appelle les professionnels, le B2B. On a beaucoup de demandes de la part des gens qui me disent Ramesh, est-ce que vous pourriez nous faire un produit pour la maison? J'adorerais le faire, j'ai besoin d'un petit peu d'investissement, tout est prêt. Mais oui, on pourrait le faire très rapidement et puis en baissant encore un peu plus les prix. Ça fait partie de mes objectifs. C'est un objectif pour le futur, pour le particulier. Pour l'instant, vous restez à diffuser. C'est diffusable pour le professionnel, pour l'entreprise ou les institutions. Donc. Tout à fait, parce qu'ils sont, vous voyez, il y a certaines priorités. On doit faire revenir les enfants à l'école, on doit faire revenir les gens au travail. Donc, on suit un petit peu le marché, mais j'ai conscience qu'on pourrait aller plus loin. On reste une jeune entreprise. On y va pour l'instant par étapes. Qu'est-ce qu'il vous faut comme investissement pour pouvoir, quelle recherche de budget, quelle recherche de partenariat financier pour pouvoir développer pour le grand public? Il nous faudrait, je pense, quelques millions. Puis aussi calibrer, si on reste en France, on peut aller à l'international parce qu'on a déjà pas mal de demandes. Et puis on est déjà présent dans un ou deux pays à l'international. Donc voilà, on commence une belle aventure, mais on a besoin de fonds pour continuer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on démontre qu'en France, on peut être avant-gardiste en termes de technologie, de maîtrise technologique, et que quelque part, on apporte des solutions très appréciables. Je vous donne un exemple très concret. Nos solutions ne mesurent pas et ne nettoient pas simplement l'air en permanence pour assurer la bonne santé des gens. On donne aussi de l'information aux gens en temps réel, seconde par seconde, à travers des applications, des dashboards, des outils web. Bref, on a bien identifié que l'air n'était pas qu'un problème sanitaire, c'est devenu un problème émotionnel, un problème social. Donc il est important de rassurer les gens pour leur dire l'endroit où tu es, dans cette pièce où tu travailles, l'air est nettoyé pour toi, tu peux revenir travailler en toute sécurité. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante parce que malheureusement, on rentre dans un temps de l'interdisciplinarité et on est encore trop en silo en France avec des gens spécialisés dans une partie de la problématique qui est plus globale. Alors justement, quand vous vous adressez aux entreprises, qui est votre interlocuteur, hein, puisque vous parlez de qualité de l'air, de nettoyage de l'air? C'est une excellente question. Aujourd'hui, il n'y a pas un monsieur ou une dame, qualité de l'air. Donc, parfois on arrive parce que les gens de la DRH, c'est-à-dire des ressources humaines, ont été sensibilisés, ou des gens de la RSE ont été sensibilisés. Parfois, c'est une personne de l'innovation.
Parfois, c'est un chef d'entreprise ou un maire, des gens qui disent, attendez, moi... J'en ai entendu parler, donc je veux voir et ça m'intéresse. J'en ai entendu parler, mais aussi je dois prendre mes responsabilités. Le gouvernement a donné des directives, mais nous, on pense qu'il faut aller au-delà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants, des personnes âgées, des concitoyens. Donc, je vais prendre mes responsabilités et personne ne va reprocher à des gens de prendre soin de la qualité de l'air, même s'ils n'ont pas toujours les budgets. Et moi, je félicite tous ces gens qui sont courageux et qui prennent ces initiatives. Donc, votre question, elle est formidable parce qu'elle montre qu'on n'a pas encore entré l'air comme étant une problématique de fond et globale. Il est temps de le faire et d'avoir des personnes dédiées sur la qualité de l'air, car, je vous le répète, notre air se dégrade. Et d'ailleurs, il serait bien de reconnaître cette dégradation comme un problème fondamental pour les sociétés à venir. Alors c'est vrai, d'autant qu'on parle du Covid en ce moment, bien évidemment, mais la grippe tue quand même en moyenne entre 10 à 15 000 personnes par an en France. Donc ça fait longtemps qu'on aurait dû finalement s'inquiéter de notre qualité de l'air dans les lieux publics, et notamment dans les classes ou dans ce type d'établissement qui reçoit du public qui échange beaucoup de virus. Les enfants, on sait que c'est très porteur. Mais du coup, vous êtes, Ramesh Kossi, vous êtes tout à fait dans le ton de ce que souhaite Emmanuel Macron pour le futur. Vous l'avez rencontré ? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le président de la République et je suis très fier d'avoir été décoré pour le parcours industriel et scientifique. Donc, c'est une très belle chose. Il y a des belles initiatives qui sont faites, mais tout ne va pas dans le bon sens. Donc, je pense qu'en permanence, il y a un travail pour essayer d'apporter, nous, ce qu'on voit sur le terrain, les données que j'ai moi, lorsque je passe dans les entreprises ou dans des établissements publics. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une interaction qui soit beaucoup plus fluide et qu'on soit plus réactif. Bref, qu'on s'ancre dans la prévention plutôt que dans la réactivité. On ne fait pas forcément les bonnes choses. On a un décalage qu'on paye encore. Donc, il faut vraiment que les gens se parlent plus et que la priorité soit de considérer la santé comme une opportunité de croissance et une richesse, et pas simplement un poste de dépense. Et c'est peut-être un reproche que l'on pourrait faire aux gens pour l'instant lorsqu'on les rencontre, c'est qu'est-ce que ça va coûter? Est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Non, c'est une priorité de santé, c'est notre avenir, ce sont nos personnes âgées, ce sont nos enfants, ce sont nos travailleurs, les forces vives du pays. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. J'imagine que vous pensez aux EHPAD, aux maisons de retraite. Bien sûr, aux écoles, maisons de retraite, mais aussi aux bureaux, les commerçants, pour que les gens reviennent, refaire vivre la vie économique dans les restaurants, boire un verre, dire tiens, dans mon bar, l'air est traité. Et vraiment, et même si ce n'est pas tout ou l'essentiel, c'est important de dire qu'on élimine tous les facteurs de risque. Alors, vous avez parlé des bars, justement, c'est quand même l'un des secteurs les bars, les restaurants, les hôtels, les secteurs les plus touchés en ce moment. Est-ce que vos robots qui purifient l'air, donc celui qui bouge et puis celui qui est statique, est-ce qu'ils peuvent être mis dans une pièce comme justement un bar où les portes peuvent être ouvertes tout le temps? Ça peut fonctionner? Mais bien sûr, et on sait que les portes ne sont pas tout le temps ouvertes, mais on sait qu'on génère aussi des pollutions à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que des virus et des bactéries. Il y en a parfois, mais parfois ce sont des pollutions chimiques particulières, voilà, d'autres types de pollutions, des composés organiques volatiles. Donc il faut nettoyer en permanence et recréer la confiance. Mes technologies aident à recréer la confiance pour nos concitoyens. Voilà, donc vous avez entendu, les produits s'appellent DIA X1 ou DIA AirNode, selon si vous voulez que le robot fonctionne tout seul lui-même ou s'il reste statique dans une pièce. Michael Samama, ça vous interpelle? Alors, moi je suis assez interpellé par rapport à ce que vient de dire Ramesh. Notamment, en fait, il faut pas minimiser en fait, le fait que ce soit une simple ligne de coût. Moi je côtoie au quotidien des dirigeants. La crainte d'un dirigeant, quand il arrive à la fin du mois, c'est de payer ses salariés. Effectivement, il faut remettre un peu tout ça dans le contexte. Typiquement, le fait d'avoir un budget... Aujourd'hui, en fait, on sait qu'on a une obligation du port du masque. Le port du masque est obligatoire dans les endroits clos, donc dans les entreprises. Le dirigeant doit mettre à disposition des salariés des masques. C'est un budget pour l'entreprise. Maintenant, en fait, il faut revoir la réglementation et permettre en fait des subventions. Pourquoi? Parce que cette ligne de coût-là, elle est supportée par l'entreprise. Pour pouvoir payer cette ligne de coût-là, il faut faire du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on sait que le chiffre d'affaires est moindre dans les entreprises du fait de la crise sanitaire. Il faut remettre tout ça dans le cadre du cycle économique de l'entreprise. Une entreprise fait du chiffre d'affaires. Elle peut justement payer ses lignes de coût. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a besoin de ressources pour pouvoir générer ce chiffre d'affaires. Donc, que ce soit des ressources en termes de fourniture, marchandises, des ressources humaines, des ressources pour exercer son activité. Et là, typiquement, en fait, si aujourd'hui on a l'obligation du port du masque,
il faudrait peut-être orienter aussi vers une étude qui permettrait de dire que, par exemple, la solution de Ramesh serait peut-être à réglementer dans les entreprises. C'est-à-dire, en fait, on aurait l'obligation de purifier l'air dans les entreprises et peut-être ne plus avoir besoin de porter le masque. Et donc, peut-être déporter, en fait, ce coût budgétaire, en fait, du port du masque sur d'autres besoins, de nouveaux produits qui permettront, en fait, de purifier l'air et de mettre en sécurité les salariés. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour pouvoir, en fait, sécuriser la santé, en fait, de nos salariés et de nos dirigeants dans ces endroits clos, je pense que l'État a sa part de responsabilité. Il faut absolument qu'il y ait des subventions qui soient mises en place pour pouvoir aider les entreprises à sécuriser les lieux. Ou en tout cas une autre réglementation, comme vous l'avez dit. Ramesh Kossi, qu'est-ce que vous répondez? Oui, alors, très clairement, s'il n'y a pas de confiance, si les gens ne reviennent pas travailler, on ne fera pas redémarrer l'économie. Donc, il faut adresser ce problème de la qualité de l'air, c'est clair. Il y a une tribune, il y a à peine quelques mois, mais vraiment quelques petits mois, de chercheurs à travers le monde qui se sont mobilisés pour dire les virus se diffusent dans l'air. Donc, il faut appliquer une filtration de haut niveau et arrêter de se poser trop de questions. Je ne vais pas revenir sur l'efficacité des masques. On sait que, à supposer qu'ils soient efficaces, ce qui est très loin d'être démontré, je ne suis pas convaincu, on les porte mal, c'est un fait. Les enfants les portent mal, les personnes âgées les portent mal et on ne les porte pas bien tout le temps. Donc, il faut parfois avoir un raisonnement de terrain. Pour rétablir la confiance, comme on les porte mal, on nettoie l'air, on applique une filtration de au niveau humain, pour pouvoir faire que les gens ne soient pas enfermés à travers ces masques. Et on recrée la confiance, on fait redémarrer l'économie. Et oui, l'État doit prendre ses responsabilités et peut-être voir avec les entreprises comment ce coût est réparti. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la santé des gens, la qualité de l'air est vue comme un poste de dépense, c'est une erreur. C'est un poste de création de valeur, c'est une richesse pour nous que d'avoir l'actif humain, les travailleurs qui reprennent la vie, qui reprennent leur travail. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre esprit, on a conscience qu'il faut purifier l'eau, puisqu'on la boit, mais on n'a pas conscience qu'il faut purifier l'air. Or, c'est aussi important que l'eau. C'est bien ça fait. Et comme je vous le disais, l'air, depuis qu'on est tout petit, on respire, on ne se pose pas de questions sur l'air. Mais malheureusement, on est au XXIe siècle, nos modes de vie ont pollué l'eau, la terre et l'air. Et l'air, on n'en parle pas assez. Moi, c'est mon combat depuis plus de 13 ans. Donc, les gens, il est temps qu'ils prennent conscience. Et chaque décideur en local n'a pas à attendre le gouvernement pour prendre des initiatives. Et je félicite encore certains maires et certains chefs d'entreprise, que ce soit à Cergy ou Enghien. Merci beaucoup, Ramesh Kossi. Alors, dernière question, pour vous développer, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, pour vous développer vers le particulier, pour faire des plus petits appareils, il faudrait quelques millions. Combien il vous faut pour investir dans une branche grand public? Écoutez, on va faire un appel aux financeurs, allons-y. Écoutez, allons-y, soyons fous. Je pense que 6 millions, c'est un chiffre parce qu'il faudrait faire le produit, faire le design. On a la technologie pour le faire, mais oui, on a besoin concrètement de dédier une ligne à ça. Et c'est surtout la partie marketing et distribution qui coûte cher. Pour le grand public qui coûte cher. C'est vraiment parce qu'on a des acteurs qui donc, rayonnent. Avis aux investisseurs, Ramesh Kossi cherche 6 millions pour lancer la branche grand public en attendant. C'est ce qu'on appelle du B2B pour les entreprises donc, ou les institutions. Ce purificateur d'air très important parce que, comme je viens de le dire, on ne fait pas assez la relation entre l'eau et l'air. Et donc là, il est temps de purifier notre air. Et en plus, il a été testé scientifiquement par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui opère notamment l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Vous savez que tout ça est très sérieux. Ça nous a pris plus de 2 ans et demi pour valider tout ça. Donc, c'est le moment maintenant d'utiliser ces produits Origine France Garantie, produits à Cergy. Alors, Michael Samama, vous êtes expert comptable, vous êtes actuaire, on en parlera tout à l'heure, sans doute, de l'actuariat. En tant qu'expert comptable, et vous qui participez à des problèmes de start-up, est-ce que vous pourriez aider Ramesh Kossi à trouver du financement? Alors, nous, effectivement, on avance, comme on l'a évoqué peut-être à un moment donné, je pense, de notre échange, selon la maturité en fait, de l'entreprise, de la start-up. Effectivement, Ramesh a un beau produit, je pense qu'il est assez mature pour être commercialisé sur le marché, c'est une évidence même. Donc par rapport à ça, oui, là je pense qu'il faut aller vers une levée de fonds, mais je pense, typiquement aussi également, je pense qu'il n'est pas à son peut-être premier tour de table, donc à voir avec lui par la suite.
Parce que ce serait quand même embêtant que pour une fois qu'on a un fleuron de l'industrie française, que des étrangers, de le laisser de côté, puis que des étrangers arrivent et proposent un autre produit. Alors oui, parce que je pense qu'il a une vraie technologie, ça il faut le dire. Maintenant, il faut trouver les fonds pour pouvoir en fait commercialiser cette technologie. Effectivement, le poste de marketing publicité, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un vrai poste, c'est un vrai coût pour la structure. Pour rentrer une image de marque dans l'esprit des gens et surtout aussi sur la qualité du produit, c'est un véritable coût pour l'entreprise. Et là, typiquement, oui, la levée de fonds est indispensable ou trouver un business angel qui pourrait rentrer justement en tant qu'investisseur en fait, pour lancer ce produit-là. Nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on utilise notre réseau d'investisseurs qu'on met à disposition justement des entreprises qu'on accompagne pour procéder à ces levées de fonds et pour pouvoir développer le lancement des produits. Donc ça fait partie aussi de nos prestations et qu'on réalise au quotidien. Alors, comment vous êtes jeune, hein, vous avez la trentaine, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez créé Epsilon Conseil il y a 2 ans maintenant. Comment vous est venue l'idée de créer ce nouveau cabinet d'expertise comptable? Alors, moi j'ai une formation assez atypique parce que je pense que en fait, quand on est jeune, on se cherche. On se cherche et je me suis cherché pendant un certain temps. Il faut dire que je suis originaire aussi du 95, donc je suis un produit Made in 95 également. Donc c'était une évidence pour moi que le cabinet soit Made in 95. Maintenant, en fait, pourquoi je vous dis que j'ai une formation assez atypique, parce que moi j'ai commencé par une prépa HEC que j'ai faite dans le 95 au lycée Jean-Jacques Rousseau. Je suis allé après en école de commerce au Schema Business School, qui était anciennement le SC Lille. J'ai fait donc un master avec une spécialisation corporate finance. Après j'ai fait un master spécialisé en ingénierie financière, analyse financière internationale. Et après, en fait, j'ai travaillé parallèlement à ces formations-là, parce que je me cherchais. Encore une fois, je me cherchais. Donc, j'ai fait un premier stage en finance de marché auprès de CACIB, Crédit Agricole Corporate Investment Bank. À l'époque, c'était Camion. Après, je me suis orienté en industrie pharmaceutique. J'ai fait British Petroleum aussi, en fait, où j'étais business analyst, analyste financier. Et je me suis rendu compte que pour faire de l'analyse financière, on ne peut pas s'improviser en analyse financier. Il faut absolument avoir une connaissance de la technique comptable. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le diplôme supérieur de comptabilité de gestion que j'ai réalisé au CNAM, au Conservatoire. Donc en cours du soir. En cours du soir, pendant que je travaillais. Parce que en fait, je suis rentré après en cabinet, donc chez BMA, et j'ai fait Mazars, le groupe Mazars, donc un cabinet de la place. Où j'ai finalisé aussi mon DCG, j'ai commencé mon diplôme d'expertise comptable. Et en parallèle de ce diplôme d'expertise comptable, j'ai commencé aussi au Conservatoire national des arts et métiers, le master en actuariat, le master pro. Donc voilà, tout ça pourquoi? Parce que pendant mes expériences chez BMA et Mazars, dans ces cabinets-là, j'étais orienté dans des grands groupes, notamment des groupes d'assurance, où j'ai fait des carve-out, donc des introductions en bourse pour certains clients que je ne peux pas citer pour Bien sûr. La confidentialité. J'ai fait aussi également des comptabilités, des consolidations financières, donc ça correspond justement à la comptabilité des groupes, de grands groupes. Après, je me suis orienté, et j'ai fait ça aussi auprès de grands groupes d'assurance, avec de l'implémentation de normes comptables internationales, donc ce qu'on appelle les normes IFRS. Puis je me suis orienté donc vers un groupe qui s'appelle Generali, je pense qu'il est connu un peu du public, où je suis resté pendant 1 an et demi. Et j'ai décidé à ce moment-là, au bout d'1 an et demi, de créer Epsilon Conseil, parce que je me suis dit, voilà, je fais un constat. Aujourd'hui, je vois que dans des groupes, on a des indicateurs, on a une certaine connaissance qu'il fallait mettre à disposition des TPE-PME. Moi, je voulais que, en fait, les TPE-PME puissent disposer en fait des prestations qu'on retrouve en fait dans les grands groupes. Et ça, c'était très important pour moi. Et surtout, le deuxième constat, comme je vous ai dit dans un premier temps, c'est que je suis originaire du 95. Quand j'ai lancé mon cabinet, je me suis rendu compte que les structures du 95, elles avaient un talent. Le Val d'Oise a du talent. Le Val d'Oise a du talent, et je le dis. Et vous êtes donc très attaché au Val d'Oise? Je suis attaché à ce territoire-là, effectivement. J'en suis originaire.
Après, on me demande également, on a beaucoup de demandes aujourd'hui et je remercie nos clients et nos partenaires, donc Initiative 95, la Chambre de commerce et d'industrie du 95 et tous nos clients que nous accompagnons au quotidien pour être à nos côtés, puisque c'est cet ensemble d'organismes et de clients qui font notre succès aujourd'hui. Mais on nous demande en fait d'avoir aujourd'hui un expert comptable de proximité. C'est de ça dont on s'est rendu compte dans le 95 lorsque j'ai créé le cabinet. Aujourd'hui, on a des demandes dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Donc ce qu'on a dû faire, donc cette semaine, on a eu l'accord en fait du tableau d'ordre des experts comptables, donc de la commission. Donc ça c'est le scoop du jour. Voilà, Epsilon Conseil Paris Hauts-de-Seine. Bravo, donc vous ouvrez un nouveau cabinet dans le 92 grâce à votre expérience du 95. Mais alors revenons justement à votre accompagnement des PME. Vous dites, je veux pouvoir mettre en place dans les PME les modèles qu'on utilise dans les grands groupes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez proposer de plus aux PME? Alors, le constat qu'on a fait, c'est que dans les PME, généralement, le dirigeant est pris. Pourquoi? Parce qu'il a le business. Il court à 100 à l'heure sur tous les sujets. Il court à 100 à l'heure. Et nous, on fait le même Je pense que Ramesh Kossi doit vous pouvoir dire la même chose. Ah, je cours vite. Je l'ai vu en arrivant effectivement au studio, il était en train de courir. Typiquement, il y a une vraie difficulté pour le dirigeant, il faut vivre à 100 à l'heure, il faut vivre avec les nouvelles technologies, on en a parlé, Ramesh en a beaucoup parlé. Donc ça, c'est très difficile pour un dirigeant. Et après, également, à côté de tout ça, du business, du développement commercial, du marketing, de tout ce qui entoure en fait cet aspect développement de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a une complexité administrative qui est énorme. Énorme, mais véritablement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des clients, ils reçoivent des courriers, ils ne comprennent pas en fait les courriers qu'ils reçoivent. C'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des courriers de l'URSSAF, ils ne savent même pas pourquoi ils ont un contentieux. Ils savent pourquoi ils n'ont pas payé, ils ont telle taxe à payer, etc. Et pourquoi l'administration fiscale leur fait tel courrier. Comment en fait je peux répondre, comment je peux payer. C'est une difficulté, c'est une vraie difficulté. Donc l'idée c'est quoi? C'est en fait de pouvoir s'adresser à un interlocuteur privilégié pour pouvoir en fait se décharger en fait de cette charge-là. Donc à la limite, si on travaille avec vous, en fait, on peut administrativement, on vous confie les courriers ou les problèmes qu'on a et vous occuper de tout. Alors, malheureusement, en fait, ça a une certaine limite parce que l'expert comptable, il ne peut pas s'occuper de tout, il ne peut pas s'exonérer, enfin, le dirigeant ne peut pas s'exonérer de tout. Après, il est possible de mettre en place une prestation, une mission, pour lequel, justement, on pourrait sous-traiter ces aspects administratifs-là. Mais dans un premier temps, en fait, on va avoir une approche pédagogue vis-à-vis, justement, de l'entrepreneur, du dirigeant, lui expliquer, en fait, comment ça fonctionne. Pourquoi, en fait, quels sont ses interlocuteurs? Quels sont les organismes avec lesquels il va devoir travailler au quotidien? Parce qu'en fait, typiquement, l'État aussi est un tiers. Donc, l'administration fiscale, c'est un tiers avec lequel il va devoir travailler. L'URSSAF est un tiers. Comment, en fait, gérer la relation avec ses salariés. Et après, également, en fait, aussi, nous, ce qu'on va apporter, parce que ça, c'est la mission traditionnelle de l'expert comptable, parce qu'il va falloir qu'il fasse sa comptabilité. Donc, on va réaliser sa tenue de comptabilité. Mais ça, encore une fois, c'est la mission traditionnelle. L'aspect pédagogie, etc., c'est un aspect plus conseil. Donc et puis maintenant, en plus, on peut plus se passer de vous, puisqu'il faut que vous transmettiez les bilans par Internet à l'administration fiscale, de toute façon. C'est ce qu'on appelle la télétransmission, c'est devenu obligatoire. Après, il y a toujours la possibilité pour le dirigeant de faire ce travail-là, de déposer en fait lui-même son bilan, même auprès du greffe, etc. Après, nous on le voit, hein, j'ai eu des start-upers qui ont au début, qui voulaient, pour faire des économies, réaliser eux-mêmes leur propre tenue de comptabilité. Et je les ai accompagnés dans cette démarche-là parce qu'ils voulaient comprendre. C'est pas grave, on a le droit de comprendre. C'est pas une erreur. Et justement, c'est louable même. C'est une approche qui est louable. Après, effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Et à la fin, ce qu'on m'a dit, Michael, est-ce que tu peux tout reprendre? C'est pas mon métier. J'ai pas le temps en fait de faire tout ça. C'est trop complexe. C'est trop complexe, effectivement. C'est trop complexe. Il faut que je reste focus sur mon business. Alors, on a parlé ensemble tout à l'heure, on parlait du plan de relance. Est-ce que compte tenu de toutes les mesures qui vont être mises au fil de l'eau, puisque tout va être voté d'ici la fin de l'année auprès de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez aussi aider les entreprises à obtenir des subventions, à traiter des dossiers de ce type, puisque vous êtes en même temps bénévole et vous aidez les startups? Alors,
effectivement, on a, par Parce exemple, que là, parce que c'est quand même le parcours du combattant pour rechercher des subventions, par exemple. Concrètement, je participe au comité résilience de financement des entreprises toutes les semaines avec Initiative 95 pour allouer en fait les fonds. Oui, on le fait et ça bénévolement. Donc ça, c'est un premier point. Et après, deuxième point concernant l'aspect recherche de financement pour les entreprises, oui, on le fait, on monte les dossiers. On voit aujourd'hui que ça a été assez complexe, typiquement avec les mesures Covid, par exemple le chômage partiel. D'ailleurs, en fait, même post-chômage partiel, donc on a mis au chômage partiel et certains salariés, bien sûr, voilà, c'est qui obligatoire. ont bénéficié en fait, du dispositif chômage partiel pour absorber en fait, le coût, puisque en fait, on a mis à l'arrêt en fait, l'économie pendant un certain temps. Et encore, on a des impacts aujourd'hui qui sont très forts. Il y a des entreprises qui font encore appel au chômage partiel. Pour certaines entreprises, on peut encore faire appel au chômage partiel. Forcément, puisque l'événementiel est à zéro, Ouais. les hôtels, les restaurants de Paris et de la région parisienne, il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus personne. C'est tout Les à fait personnes ça. âgées ont peur de sortir, peur d'aller au restaurant. Donc il y a effectivement des entreprises qui ont encore ce besoin de ce dispositif-là. Maintenant, post-chômage partiel, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des contrôles. Naturellement, la directe a contrôlé le chômage partiel, parce qu'il ne faut pas que ce soit aussi abusif de la part du dirigeant. Il y en a qui ont vu, en fait, dans ce dispositif-là, une opportunité. Donc nous, on a dû gérer, en fait, les contrôles de la directe. Donc tous ces justificatifs, il fallait les transmettre à la directe. Il fallait faire l'interlocuteur vis-à-vis de la directe. Parce que ce n'est pas le dirigeant qui a le temps en fait, de gérer ça. Et quand il reçoit une relance de la directe et qu'il lui dit peut-être qu'il faut rembourser toutes les aides que j'ai obtenues et payer finalement la charge de personnel, c'est une angoisse pour le dirigeant. Bien sûr. C'est une vraie angoisse. Parce que lui, il se dit quoi? Il se dit peut-être que je dois mettre la clé sous la porte. Si je dois payer tout ça, comment je vais faire demain? Alors Donc, comment ça, il c'est une fait question. justement? Là, typiquement, nous, on joue le rôle d'interlocuteur. On va donner les justificatifs et on va gérer le contentieux pour que lui puisse s'en sortir. Donc ça, c'est important. Ça, c'est le rôle de l'expert comptable. Le rôle de l'expert comptable, c'est de mettre en sécurité son client, que le dirigeant puisse dormir sur ses deux oreilles, tout simplement. Donc par rapport aux mesures Covid, on a eu le chômage partiel. Aujourd'hui, on a eu également les arrêts maladie, parce que la sécurité sociale permettait de faire des arrêts maladie. C'est encore le cas. Par exemple, vous êtes cas contact. Vous avez le droit à un arrêt maladie. Donc en tant que salarié, vous avez le droit de vous mettre en arrêt maladie pour pouvoir notamment aussi garder vos enfants. Et vous avez droit à un arrêt maladie sans délai de carence. C'est important de le dire parce que l'angoisse du salarié, c'est quoi? C'est que lui, il va perdre du salaire. Il y a un délai de carence. Il perd. Derrière le salarié, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des familles. Il faut nourrir les familles. Il faut payer le loyer à la fin du mois. Comment fait-on? Ça, c'est une vraie question. C'est des questions qui sont sociales et qui vont au-delà de l'économie. Mais derrière l'économie, il y a du social. Tout ça est lié. Donc après, on a eu les masques obligatoires. Là, aujourd'hui, on est dans un contexte de télétravail avec des besoins qui sont tout autres. Il faut purifier l'air, il faut avoir un environnement sain pour pouvoir travailler. Est-ce que les technologies le permettent, ce télétravail? Est-ce qu'en fait, cela fonctionne? C'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un retour des entreprises qui disent que le télétravail fonctionne correctement? Pour certaines entreprises, c'est possible. Pour certaines entreprises, ce n'est pas possible. Donc là, encore une fois, il faut permettre en fait à ce que les environnements de travail soient sains pour que les personnes qui ne peuvent pas travailler en télétravail puissent retourner en fait sur leur lieu de travail, puisque c'est indispensable à l'activité en fait de l'entreprise. Donc ça, c'est les mesures Covid auxquelles on doit faire face. Mais après, il y a eu les fonds d'aide, le fonds de solidarité, les 1 500 € par mois. Par exemple, les 1 500 € par mois de fonds de solidarité auxquels l'entrepreneur a pu faire appel. Et je rappelle encore une fois, il ne faut pas faire virer en fait ces 1 500 € sur son compte personnel, il faut bien le faire sur le compte de l'entreprise. On a eu parfois quelques incompréhensions de dirigeants et on le rappelle, ça c'est très important, ce dispositif-là est reconduit jusqu'à fin décembre. Est-ce que l'entreprise doit le rembourser plus tard, ce dispositif-là? Alors non, là on est dans une subvention. Et ça c'est important de le préciser, effectivement. Et c'est pour ça que je reprécise encore une fois que... Et quelles sont les conditions pour l'obtenir, ce fonds de 1 500 €? Alors il faut avoir 50% de chiffre... Enfin il faut faire 50% de chiffre d'affaires inférieur par rapport justement à ce qu'on avait en 2019. Et voilà, c'était à peu près ça la règle principale qu'il faut avoir à l'esprit. Généralement, en fait, les entreprises qui font appel à ce dispositif-là, c'est qu'elles n'ont pas véritablement redémarré d'un point de vue chiffre d'affaires
leur activité. Donc généralement, en fait, on reconduit pour des entreprises, des petits entrepreneurs qui ont malheureusement pas réouvert leur entreprise et donc qui ont un vrai besoin de bénéficier en fait de ce dispositif-là. Donc c'est moins de 50% de son chiffre d'affaires actuellement en fait sur son activité par rapport justement à ce qui est défini dans le cadre des critères de l'administration fiscale. Donc ça, on le reprécise aux clients, on fait les calculs pour eux, on leur dit s'ils ont le droit de faire appel au dispositif. On leur fait, avec leur accord, on fait la demande sur leur compte à impôts.gouv s'ils en ont besoin. Donc ça fait partie aussi de notre job. Hein, il faut pas... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que l'expert comptable est devenu indispensable. C'est un interlocuteur de proximité. C'est un peu le directeur financier de l'entreprise de proximité. Pour une PME, c'est sûr. Ah oui, une PME n'a pas les moyens de se payer un directeur financier. Donc en fait, elle fait reposer en fait, la gestion des ressources humaines sur l'expert comptable, la gestion, le pilotage aussi, elle demande conseil, les aspects fiscalité, les aspects comptabilité, etc. Michael Samama, vous êtes donc le patron, vous êtes expert comptable, le patron d'Ypsilon Conseil. Il nous reste 1 minute d'antenne à peu près. Quelles sont les plus grosses questions que se pose l'entrepreneur actuellement? Est-ce que mon activité va se poursuivre? C'est la vraie crainte. Pourquoi? Parce que en 1 minute, très rapidement, aujourd'hui, les entreprises ont fait appel au dispositif de prêt garanti par l'État. Ça, tout le monde est au courant. On parle de à peu près, c'est plus de 600 000 entreprises. Je pense que j'ai plus le chiffre en tête, mais je sais que c'est un certain nombre assez important d'entreprises. Maintenant, la question c'était quoi? C'est que le prêt à taux zéro, il est sur 1 an. Après 1 an, il faut le rembourser. Là, il est sorti en fait dans la loi de finances rectificative du 23 mars 2020. Ce qui est indiqué, c'est que aujourd'hui l'entreprise peut prolonger en fait ce prêt garanti par l'État. Donc sur une période maximum de 6 ans. Sauf que en fait, il n'est plus à taux zéro. Il est devenu, en fait, le taux d'intérêt est au prix coûtant, donc il faut le payer. Donc ça veut dire qu'il faudra bien renégocier avec les banques. Il faudra renégocier in fine avec les banques. Et l'angoisse du dirigeant, c'est d'avoir en fait une ligne de coût, charges financières supplémentaires intégrées. Et est-ce que mon activité va redémarrer assez rapidement pour pouvoir faire face au remboursement de l'emprunt, plus la charge financière supplémentaire? Ça, c'est un vrai point. Puis après, il y a eu d'autres dispositifs, puisque en fait, ils ont fait appel à d'autres prêts. Donc les prêts résilience, les prêts rebond des régions. Donc là, typiquement, on sait qu'il y a une enveloppe de 150 millions qui a été débloquée pour le prêt, par exemple, rebond. Ils ont pu emprunter entre 10 et 300 cas. Mais tout simplement, voilà, le dirigeant a un vrai besoin et il faut continuer. Merci beaucoup pour vos interventions ce matin. On vous retrouve dès lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end.